En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des entraîneurs et des joueurs de foot. Nos invités sont partis exercer leur métier à l'autre bout du monde, parfois dans des pays hors du commun. Ils sont vraiment sortis de leur zone de confort. Aujourd'hui, ils nous racontent en quoi ces aventures ont été des tournants dans leur vie comme dans leur carrière. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le football. Je suis Hugo Sanudo, spécialisé dans le football à l'international, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast. Dans cet épisode, je reçois Franck Djadjedje. Franck est un joueur de foot. Né en Côte d'Ivoire, il est arrivé en France très jeune. Formé au PSG, il y devient professionnel à 19 ans. Après quelques expériences en France, son périple commence avec l'Ukraine en 2012. Il est alors âgé de 26 ans. Suite à cette expérience, il enchaînera les destinations atypiques, la Norvège, la Biélorussie, l'Écosse, le Qatar et même le Kazakhstan. Aujourd'hui, en fin de carrière, chez lui, dans le sud de la France, il revient sur ses aventures à travers de nombreuses anecdotes. Certaines sont drôles, d'autres révoltantes, mais force est de constater que son ouverture d'esprit et son recul lui ont permis de traverser ses aventures en se détachant de ce qui pouvait l'affecter. Une belle leçon de vie, où le positivisme est omniprésent. Il m'a accueilli chez lui à Nice pour me raconter son histoire. Je vous laisse la découvrir. Bonne écoute. Bonjour Franck, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci à toi. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ouais. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler de tes différents voyages parce que Dieu sait que tu as voyagé dans ta carrière de joueur. Exactement. Mais est-ce que tu peux te présenter tout d'abord? Je m'appelle Franck Djadjedje, j'ai 34 ans, joueur formé au Paris Saint-Germain et parcours classique, quoi, prêté, rejoué en France, ensuite l'étranger en 2012. Voilà. Ouais. C'est ça, donc tu as fait une carrière plutôt classique. Plutôt classique, avec pas mal de clubs de Ligue 1. De Ligue 1, vu que j'ai signé professionnel au Paris Saint-Germain à 19 ans, prêté dans la foulée pour avoir du temps de jeu à Brest. Ensuite, revenu à Paris, joué quelques bouts de match, ensuite blessé, revenu de blessure, reprêté, ensuite après transféré, et après parcours classique d'un joueur professionnel, quoi. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va parler beaucoup de voyages. Toi, déjà, t'es né en Côte d'Ivoire. Exactement, oui. Et très jeune, t'es venu en France. Oui, je suis venu en France très tôt, à l'âge de 9 ans, rejoindre ma mère qui était ici. Ok, donc tout de suite dans le voyage. Tout de suite, voilà. Dans l'adaptation. Mon voyage a vite commencé, ouais. Je pense que c'est parti de là. Quand je suis arrivé en France, pour moi, c'était un rêve déjà. C'était bien pour moi parce que je rejoignais ma mère qui m'a laissé en Afrique avec mes grands-parents. Donc voilà, en plus, je n'avais pas trop vécu avec elle. Bon, ça faisait bizarre de la retrouver, quoi. Ok, mais t'étais heureux de venir en France à ce moment-là? Ah oui, j'étais très heureux. Ça, c'est comme tout Africain. Ouais. Venir en Europe, c'est le rêve de tout Africain pour la qualité de vie. Donc pour moi, c'était un pas en avant, quoi. Et donc tout de suite, en arrivant ici, tu joues au foot? Au départ, non, je joue pas au foot. Je vais au collège comme tout jeune de mon âge. Et puis un jour, j'ai accompagné mon cousin faire du foot au Solitaire dans le 19e arrondissement. Où ce jour-là, il manquait un joueur. Le coach, il lui manquait un joueur pour faire un jeu. Il m'a demandé si je savais jouer. J'ai fait ça va, je me débrouille. Voilà, il me dit montre-moi comment tu jongles. Je prends le ballon, je commence à jongler, tête, genou, intérieur, extérieur. Truc normal en Afrique. Voilà, normal en Afrique. Et il me dit mais t'es sérieux? On te fait la licence gratuite, on appelle ta mère et tout ça. Maman, elle est venue, on était chez lui dans son appartement, licence offerte, équipement, tout ça. C'était, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est écrit ou c'est une destinée, mais c'est fait d'une manière tellement rapide. Ouais, et naturelle. Mais moi, je m'y attendais pas. Et dans ce club-là, en jouant en amical contre le PSG, je reste dans le club 3 mois. Et je vais au PSG. Ah ouais. Voilà. La vitesse. Voilà, je vais au PSG en moins de 13. Mon cousin, il avait déjà signé, lui. Donc, je l'ai rejoint au PSG dans la foulée. Après 3 mois fait dans le club. Le président, président et coach en même temps. Il s'appelle Jeannot Pillour. Il s'y attendait pas. Il s'est dit, mais le petit, il est resté que 3 mois chez moi. Et aujourd'hui, je gagne de l'argent. Parce que quand tu es jeune à cet âge-là et tu signes dans un club pro, il donne une petite somme au club, disons, formateur.
Donc voilà, je suis resté que 3 mois et je lui ai fait gagner de l'argent. Parce qu'après, j'ai eu mon parcours professionnel. À chaque fois, je suis transféré et tout ça. Ils ont toujours eu de l'argent, quoi. Ah ouais, donc il se rappelle bien de il se toi. rappelle, on est restés très bons amis d'ailleurs, Monsieur Pillour. Et donc, de toute façon, c'est pas le sujet, mais après, à Paris, tu rentres dans le centre de formation. Voilà, à Paris, je rentre dans le centre de préformation parce que j'avais 12 ans. Donc tu t'éloignes à nouveau, tu vas vivre dans un centre. Maman, je suis arrivé il n'y a pas longtemps et je repars encore loin d'elle. Donc, centre de préformation à 12 ans à Verneuil, où tu restes là-bas toute la semaine et tu rentres que le week-end chez toi. Et le week-end encore, parce que tu rentres vendredi, tu laves tes affaires, samedi match et dimanche tu repars. Donc voilà, c'était ma routine, quoi. Mais en tout cas, on voit que depuis le début de ta vie, tu as dû t'adapter à des changements. Ah oui, pour m'adapter, je m'adaptais. Hein, parce qu'en plus de ça, c'était, comme je l'ai dit, c'était tellement naturel. Hein, on a l'impression que j'ai toujours fait ça. Pourtant, pour moi, c'était tout nouveau. C'est prendre le train tout seul dans les sous-bois pour venir jusqu'au Camp des Loges, ça fait 1h30 de trajet. Ça, je le faisais seul, quoi, déjà. Ouais, seul, des fois, je le faisais après avec un copain aussi qui habite à Aulnay, il s'appelle Boukari Dramé, qui était au PSG, qui a aussi fait une bonne carrière. Avec lui, voilà, des fois son grand frère nous ramenait en voiture, mais la plupart du temps, on le faisait en train. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu fais, comme on disait, toi, ta petite carrière ici en France. On dit, OK, Franck, il va continuer à jouer dans les différents clubs français. Et là, à la fin d'une expérience à Nice, il y a un club en Ukraine qui vient te chercher. Voilà. Comment ça se passe ? Ouais, pas la fin de l'expérience à Nice parce qu'il me restait, j'avais signé 3 ans, il me restait encore une année de contrat. Ça se passait bien. Ça se passait très bien. On finit la première année et la deuxième année, le directeur sportif, Fournier, qui me dit on a eu une bonne offre de l'Ukraine et t'as fait quand même une bonne partie de saison, une bonne saison, disons, parce qu'au départ, t'es arrivé en tant que remplaçant, finalement, t'as fini encore titulaire et t'as quand même mis 5 buts, je crois. Donc, t'es une bonne valeur marchande. Il fait, bon, ok, tout ça, pas de souci. L'Ukraine, je connais pas. Je connais pas l'Ukraine. Mais ok, ça t'a pas fait peur ou t'as pas dit non tout de suite? Non, en fait, l'Ukraine, je connaissais seulement l'Ukraine, oui, un seul club, Shakhtar Donetsk, parce que voilà, je me dis, ouais, Shakhtar, beaucoup de Brésiliens, très bonne équipe et tout. Je me dis, je vais aller checker sur Internet pour voir déjà l'endroit où c'est. Et j'ai vu que l'endroit, c'était au bord de mer aussi, comme à Nice. Je me dis, soleil, il va pas trop faire froid. Donc voilà, on a trouvé un accord et puis l'aventure ukrainienne a commencé. Tu l'as vraiment vu comme une aventure et, non, moi, comme j'ai toujours dit, je suis jamais parti d'un club énervé. C'est-à-dire aller dans le bureau, s'énerver avec le directeur sportif et tout ça. Je suis toujours parti de tous les clubs où j'ai été transféré ou prêté et je suis reparti. Jamais en colère. Toujours dans la bonne humeur. Merci, au revoir et voilà. On se verra peut-être un autre jour. Voilà comment c'est toujours fait, quoi. Donc là, l'Ukraine, c'était via le club directement. C'était via le club directement, ouais. Voilà comment ça s'est passé. Est-ce que on t'a appelé pour te vendre le projet? Ah oui. J'ai eu un agent ukrainien qui s'est mis entre. Ouais, toujours. Voilà, toujours. et voilà. Et sinon, moi, je suis parti sans agent. C'est ma femme qui a fait de longues études qui m'a un peu aidé sur le contrat parce qu'il était en anglais, en russe et en anglais. Donc voilà comment ça s'est passé. Ouais. Et donc là, tu es parti tout seul au début? Au début, je suis parti avec ma femme pour signer, vu que c'est elle qui a un peu supervisé le contrat avec un traducteur ukrainien, mais qui a grandi en Argentine, qui parlait espagnol. Donc ma femme, vu qu'elle est bilingue en espagnol, c'est elle qui parlait avec le traducteur. Un bordel de langue. Un bordel de langue, voilà. Tu vois, un Ukrainien qui parle espagnol. Voilà. À ta femme qui après en français. Voilà. Okay. Donc donc on est rentré dans les bureaux à 8h, on a signé à 21h, 22h le soir. C'était quoi comme ville? C'était à Odessa. Ok, c'est comment Odessa? Odessa, c'est comme à Nice. C'est au bord de mer, la mer Noire là-bas. Il fait froid, mais moins qu'à Kiev. Ouais. Une ville agréable? Agréable, oui. Une ville balnéaire, quoi. Quand tu es dans l'avion, en train d'aller là-bas, tu te dis quoi? Je me dis... Au départ, je me dis rien du tout, parce que c'est les aléas d'un footballeur professionnel. C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui restent 10 ans, 12 ans dans un club. Mais pour moi, c'était tout à fait naturel, quoi, d'être transféré un jour, connaître un autre football. En plus, c'est toujours enrichissant, quoi, de connaître d'autres nations de football. Donc pour moi, je suis allé là-bas. Déjà, quand je suis arrivé, j'ai vu le centre d'entraînement. Je pense que là, ça m'a mis vite fait, ça m'a mis directement dans le bain. Parce que c'est un centre d'entraînement flambant neuf qu'ils avaient fait pour l'Euro. Pour moi, c'était
c'était une différence parce que parce qu'à Nice, on n'avait pas encore le nouveau centre d'entraînement qu'on a maintenant. Et en fait, toi, dès le début de ta carrière, tu savais que carrière de foot était égale à voyage, en fait. Pour moi, carrière de foot équivaut à voyage, exactement. Ouais, parce que, comme je l'ai dit, c'est rare. Maintenant, les joueurs, on peut les compter sur le doigt de la main qui restent dans les clubs pendant des années. Hein. Donc, pour moi, c'est naturel, tout naturel de faire des voyages, voir d'autres pays et tout ça, quoi. Tu t'es pas dit à ce moment-là, c'est un pas en arrière après Nice? Je sais pas si peut-être c'est la question classique qu'on t'a toujours posée, mais arrière, non, tu l'as vu comme ça à un moment? J'arrive dans un club qui sont toujours bien placés au classement, qui jouent souvent les préliminaires de l'Europa League, chose qu'on ne faisait pas à Nice à cette époque-là. On n'était pas du tout en haut du tableau. Donc pour moi, non, au contraire, parce que l'Europa League, c'est une visibilité, quoi, aussi. Et t'as vu, on va toujours jongler entre le foot et en dehors du terrain. Oui. Les Ukrainiens, comment ils étaient Les Ukrainiens, déjà, quand tu arrives, comme tout pays de l'URSS, ils sont pas très chaleureux, voilà. Même, j'ai une anecdote d'ailleurs. Le jour de ma signature, le directeur sportif, j'avais l'impression qu'il était fâché de ma venue parce que aucun sourire. Il parlait russe, tu sentais que c'était pas des mots gentils qu'il disait, je sais pas, je comprenais pas encore à l'époque, mais franchement, je me dis, mais attends, est-ce qu'il veut vraiment que je signe dans son équipe? Parce qu'il y avait pas de sourire et tout. Ils m'ont dit, ah, ça y est, va sur le tapis, fais-nous les tests physiques. Après, ils m'ont mis dans un scanner, ils ont scanné tout mon corps pour voir s'il y avait pas de bobo et tout. J'ai l'impression qu'ils voulaient pas. Bon, en fait, finalement, après j'ai commencé à les connaître, en fait, ils sont comme ça. Ouais, ils sont pas très sourds. À moins qu'ils te connaissent. Quand ils te connaissent, ça c'est autre chose. Mais quand ils ne connaissent pas, au premier contact, c'est difficile. Mais sinon, l'adaptation là-bas était très, très difficile. Les 2 premiers mois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je veux le dire, tu pars le matin, tu arrives à l'entraînement à 10h. Tu prends le petit-déj là-bas au centre d'entraînement. Tu finis de déjeuner. Tu vas en salle de muscu. Tu fais de la muscu. Tu reviens. Vous mangez le midi. Petite sieste, entraînement. Tu pars le matin, tu rentres chez toi à 18h. Comme au centre. Ouais. Voilà, apparemment, c'est comme ça, ils font souvent en Allemagne. Ils sont un peu dans la même structure que les Allemands. Ils font comme les Allemands un peu en Ukraine. Non, pour moi, ils disent, mais attends, je suis jamais chez moi. C'est quoi ce délire? En France, c'était entraînement le matin, tu rentres chez toi le midi, sieste et voilà. Ou soit c'est l'inverse. Mais ouais, ça arrive qu'il y a 2 entraînements, mais tu rentres chez toi, après Mais là-bas, je rentrais pas chez moi. Et ta femme, au départ, elle est venue, mais elle a vite déjanté. Ça va rien. Voilà, elle a dit, de toute façon, je te vois jamais. Tu es tout le temps au centre d'entraînement. C'est bon, je rentre en France avec les enfants, quoi. Avec mon fils à l'époque. T'étais parti avec ton fils. Et donc après, toi, t'es resté 2 ans, c'est ça? Ouais, je suis resté 2 ans là-bas. Ouais. Mais 2 bonnes années quand même. 2 bonnes années parce que malgré que les premières années les premiers mois étaient difficiles, vu que le coach il me faisait tout le temps rentrer en coup de match ou il me faisait débuter le match, mais je sortais. Parce qu'ils disaient, faut qu'il s'adapte. En fait, je jouais pas... J'ai pas joué un match en entier. Quand je suis arrivé, j'ai jamais joué de match en entier. Et dès que j'ai mis mon premier but, là, c'est bon, le public, ils m'ont adopté. Ils savaient prononcer mon nom. Et je commençais un peu à connaître à l'étranger. Le premier mot que tu apprends, c'est toujours les mauvais mots. Ouais. Donc voilà, quand ils m'entendaient dire les mauvais mots avec l'accent français, ils étaient en train de rigoler. Non, après, ça a été... Ouais. Okay. Et tu étais le seul étranger dans l'équipe? La chance que j'ai eue quand j'ai signé là-bas, il y avait un Brésilien qui s'appelle Matteo. Il a joué 2 ans, je crois, à Marseille, mais jamais en équipe 1. Donc, il parlait un peu français. Donc, lui, il m'a beaucoup aidé. Ouais. Okay, c'était le seul de tout ton entourage qui parlait un peu français. Le seul marron, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de noir là-bas. Ouais, c'était le seul. Lui, il était brésilien, quoi. C'est un métis un peu. Mais voilà, lui, il m'a beaucoup aidé parce que... moi, je parlais anglais normalement basique, donc j'étais obligé de parler français. Et lui, il comprenait très bien le français. Et les joueurs, ils parlaient pas anglais non plus, aussi un peu. Ils parlaient anglais, mais l'anglais vraiment pas terrible non plus. Ouais. Et tu t'es fait des bonnes relations quand même avec des Ukrainiens? Ah oui. Franchement, j'étais la mascotte. Après, je suis devenu comme la mascotte de l'équipe. J'ai toujours gardé le contact avec plein de joueurs ukrainiens on est toujours en contact d'ailleurs. Et ces joueurs-là, après, dans mon parcours, je les ai revus. Certains joueurs ukrainiens que j'ai revus au Kazakhstan, il y en a d'autres que j'ai revus en Biélorussie. Puis on se voyait souvent aussi en stage en Turquie, parce que tous les clubs de ce coin-là, ils vont tous en Turquie faire les stages. Donc on a toujours gardé le contact. Est-ce que tu as pu voyager un peu en Ukraine ou est-ce que tu as profité un moment de, en Ukraine, je sais pas, de faire un peu de tourisme ou de voir d'autres coins de l'Ukraine? En Ukraine, non. En Ukraine,
J'allais dans des villes quand je jouais quand cette ville-là. Sinon, de moi-même prendre l'avion pour aller dans la ville, non. T'avais pas le temps. Je sentais pas l'utilité de faire ça, quoi. Juste quand je jouais dans la ville, vu que on allait tout le temps la veille, donc le matin, on allait se promener dans la ville, réveil musculaire, donc c'était que ça. Et des villes type russe, non? Ouais. J'imagine. Bah, y a des villes, Odessa, c'était bien, Kiev, c'était bien, Donetsk, c'était bien, mais il y a d'autres villes, c'était pas terrible. Ah ouais, les villes profondes des villes d'Ukraine. encore à l'ancienne, ouais. Et donc là, en 2014, tu finis cette expérience. Comment se passe la fin de cette expérience? La fin, elle se finit mal, parce que mal dans le sens que la Russie et l'Ukraine commencent un peu à se friter avec l'histoire de la Crimée. Donc voilà, c'est ça qui a fait. T'étais en plein dedans. Ouais, j'étais en plein dedans, ouais. Vu que même si à Odessa, on n'avait pas trop de soucis à se faire, mais bon, le club a pris la décision de libérer les étrangers. Donc moi, je suis rentré en France, d'autres copains étrangers, un autre copain autrichien est rentré en Autriche, un autre, je crois, il est parti au Kazakhstan, ou je ne sais plus, un autre Brésilien était au Kazakhstan. Voilà, tous les étrangers, on est presque tous partis. C'était au milieu d'une saison? C'était dans le mois de février, justement, c'était dans le mois de janvier. Voilà, on était encore qualifié pour l'Europa League. Donc on se fait sortir contre Lyon à Gerland à l'époque. On fait 0-0 chez nous, on perd 1-0 ici. Alors après ça, je suis juste rentré en Ukraine prendre mes affaires et je suis revenu. Parce que ça commençait à être voilà, tendu, parce qu'ils ont décidé de nous libérer et tout. Et ils ont arrêté le championnat? Le championnat était en pause. C'était en pause, mais ça continuait, mais qu'avec des joueurs locaux, ça s'est passé, je pense. Mais donc toi, tu étais content de partir? Vu la content de partir, vu la situation politique. Je me dis, ouais, peut-être ça pouvait chauffer. Et puis, être là-bas, ça craignait un peu. Donc, j'ai décidé de rentrer. Mais je pense que finalement, il n'y a rien eu. Mais bon, la décision était déjà prise. Donc, je suis rentré en février. Donc là, tu es revenu sans rien? Je suis revenu sans rien. Et recherche de club, très difficile. C'était la première fois un peu de ta carrière? Ouais, c'était ma première fois, ouais. Voilà, je pense que ça a commencé là. Recherche très difficile. Parce qu'au milieu de saison, parce qu'il n'y a pas trop de mouvement. Et le mercato était fini. Donc, avec les pays nordiques qui jouaient encore et les États-Unis, j'ai eu une offre de Philadelphie que j'ai refusée. Quand j'aurais pas dû. Ah ouais, tu t'en veux un peu? Quand j'aurais pas dû. C'était quoi, deuxième division? Non, même pas. Philadelphie. Philadelphie, c'est MLS. Ok. Que j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je voulais rester en Europe. Je voulais rester en Europe. Je me dis, j'ai quand même fait un bon parcours en Europa League. J'ai qualifié mon équipe en Europa League. Pour moi, dans ma tête, je me dis, les clubs m'ont vu. Quand j'étais encore en Ukraine, il y avait le PSV Eindhoven qui voulait faire une offre au club. Tu étais dans une bonne vague. Voilà, j'étais sur une bonne lancée. Ouais. Donc je me dis, je vais pas aller en MLS. Je suis bien là, pourquoi aller en MLS? Donc je me dis, bon, je vais aller en Norvège. Il y avait soit la Norvège, Danemark, tu vois, ces pays-là. Et bon, je vais en Norvège jouer 6 mois. Oui, c'était ça le deal. Voilà, le deal, c'était même, c'est ce qu'on s'est mis d'accord avec le club norvégien. Je viens 6 mois et en juin, sur le marché. Donc, je vais en Norvège, super pays. Des gens droits qui même en fin de mois, ils te paient même avant la fin du mois. Et ils te paient même trop. Ouais, ils te paient même en trop parce que, je sais pas, ils sont tellement. Ouais, c'est des gens carrés. Ce qui est. Voilà, c'est. Franchement, club magnifique, Sarpsborg. T'es parti tout seul ou cette fois-ci t'es parti avec ta femme? En fait, les bons pays, je pars avec les bons pays. Ouais, il y avait ma femme et mon fils. Et franchement, c'était bien, c'était très bien. Ah, là-bas, j'ai adoré aussi. Ouais. C'était une petite ville? Une petite ville, ouais, loin d'Oslo. C'était à 1h30 d'Oslo, ouais. Mais franchement, bien. Et plutôt bonne période de l'année, il faisait pas si trop froid aussi. Quand je suis arrivé ici, il faisait froid. Mais justement, là-bas, il faisait pas de nuit noire en hiver. Il faisait jour tout le temps. Même la nuit, il faisait jour. Et mon fils, c'était difficile pour lui parce qu'il était petit. Il fallait mettre des rideaux super opaques, tout ça. Mais voilà, encore, je l'ai encore découvert un autre pays. Mais franchement, c'était bien. Il se rappelle, lui, à partir de quand il se rappelle de toutes ces expériences? Lui, la Norvège, il s'en rappelle. Ouais. La Norvège, il s'en rappelle. Je crois qu'il avait, il avait 5 ans. Ok, ouais. Ouais, il s'en rappelle. Ouais, en plus, cette histoire de soleil, ça a dû le perturber. Ah oui, ça l'a perturbé beaucoup, ouais. T'as pu voyager un petit peu ou... Ah oui, si, parce qu'en fait, Sarpsborg, c'est pas loin de la Suède. Donc, on allait en Suède faire du shopping, les courses et tout. Vu qu'on était pas loin, on allait souvent en Suède faire les courses. Et Norvège, c'est réputé pour être très cher, tout, c'est ça? Ah oui, c'était cher, mais j'ai oublié. Ouais. Moi, j'arrive, premier jour, je vais aller m'acheter une bouteille d'eau. 5 € la bouteille. Ils sont sérieux, une bouteille d'eau. Ici, c'est un pack à 1 €. 5 €. Ouais, mais après, ils m'ont expliqué que le niveau de vie et le niveau salarial en Norvège est très élevé. Et toi, tu étais plutôt bien là-bas? Ouais, j'avais un bon salaire quand même. Ouais, pour les 6 mois, c'était bien. Ouais.
Et ça s'est bien passé dans le championnat? Ouais, c'est très bien. Au début, j'ai eu du mal parce que c'était que des terrains synthétiques. Ils n'avaient pas de terrain en herbe. Et le centre d'entraînement, c'était que des terrains synthétiques. En plus, on avait un synthétique un peu d'ancienne génération. Donc, j'avais mal sous le pied à la voûte plantaire. Et après, j'ai commencé à retrouver mes marques. J'ai mis quelques buts. Franchement, c'était bien. Okay. C'était donc, bien parfait, finalement. Ouais. L'histoire de Norvège, ça c'est... Ah ouais, mais je suis encore en contact avec le directeur sportif d'ailleurs. Des fois, je lui envoie des petits messages. C'est très sympa, ouais. Et après, à partir de là, donc c'est là, tu es en bon mercato, voilà, fin d'année. En bon mercato, pensant que j'allais être en bon mercato, je me dis, bah, c'est bon, je reviens de la Norvège. J'ai quand même mis des buts là-bas. Voilà. Je reviens en France, rien du tout. Aucune offre, rien. Tu travailles avec un agent à ce moment-là? Non, j'ai eu un agent, un copain. Ouais, c'était, moi, je prenais aussi comme mon agent, c'était un copain, mais je n'avais pas de contrat avec lui. Il s'appelle Arshad Bourahi, qui m'a beaucoup aidé. Ouais, beaucoup, mais sans contrat. Ça, c'est rare dans le milieu. Hein. Je n'avais pas de contrat avec lui. Même quand j'ai signé en Ukraine, je lui ai envoyé le contrat, il a lu. Il m'a dit, OK, c'est bon, tu peux signer. Pourtant, je n'avais pas de contrat avec lui, mais il faisait ça quand même comme ça pour moi. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a trouvé la Biélorussie. Okay. Ouais, c'est Arshad Bourahi qui m'a trouvé la Biélorussie parce que franchement, c'était compliqué. J'avais rien du tout. Je rentre en France, mais aucun appel. Franchement, je me disais, mais il y a un souci. Il y a un souci. Et là, psychologiquement, on s'en rend pas trop compte. Non, on n'en parle pas assez ce qui se passe dans la tête d'un joueur. Moi, j'étais obligé de toujours faire le mec à la maison avec ma femme. Ah, ça va, tranquille. J'aurai un appel demain, t'inquiète pas. Bon, en fait, à l'intérieur, c'était pas du tout comme ça. Et t'es dans l'attente. T'es dans absolue, l'attente. Tu peux rien faire, vraiment. Tu peux rien. Tu peux que t'entraîner et garder la forme. C'est tout. Ouais, parce que tes stats, elles sont là, ton profil, tu peux pas aller te vendre. Tu peux rien faire d'autre. Tu peux rien. C'est pas toi, joueur, qui va appeler un club. Ah, je suis disponible. Hein. Et c'est là, des fois, tu te dis, mais franchement, le milieu du foot, c'est quelque chose. Hein. Tu pourrais simplifier tellement les choses des fois. Des fois, tu te fais appeler, tu refuses. Et des fois, t'as rien du tout. Même toi, des fois, t'envoies un message aux agents. Ah, salut, ça va? Tu vois, pour dire un peu que t'es là, tu vois. Mais ça craint. Cette période-là, c'est pas facile. Là, j'en ai connu des périodes pas faciles. Hein, mais la chance, pour moi, j'ai toujours joué. Même si c'est dans un pays que les gens ils disent « Ouais, pourquoi il a été là-bas ?» Mais j'ai toujours joué. Donc, ouais, ce qui est difficile, c'est louper un mercato et te retrouver pendant 6 mois. Et rester 6 mois sans jouer, là, ça va être pire. Ce qui est plus dangereux pour un joueur, c'est de ne pas jouer. Si tu joues pas, parce que tu es blessé, tu n'as pas de chance, tu es blessé, mais quand tu joues pas, mais tu es apte à jouer et tu joues pas, ça craint. Rebondir à partir de là. Ça, c'est difficile. C'est très, très difficile. Et donc là, ton ami, agent, il te parle de la Biélorussie. Il me parle de la Biélorussie, il m'appelle un matin, Franck, bonne nouvelle ou mauvaise, je sais pas si tu vas aimer, parce que moi j'allais dire c'est bon, les pays de l'Est, ça j'y vais plus. Ouais, t'avais déjà dit ça. Voilà. Il me dit, j'ai la Biélorussie qui joue l'Europa League, qu'est-ce que t'en penses? Il fait la Biélorussie, c'est où ça? Ouais. Je regardais, je vois c'est pas loin de l'Ukraine. Je me dis pays encore russe. Je fais ok, bah c'est bon, ça y est, on le fait. Il joue l'Europa League, on le fait. Donc voilà, j'arrive en Biélorussie. Sans trop connaître le pays. Mais plein de problèmes. Ça a commencé avec des problèmes. Parce que tu signes un contrat en dollars, tu arrives là-bas, ils te payent en roubles. En plus, avec un taux qui faisait du yo-yo. Donc, tu es payé des fois moins. En fait, c'est toujours moins. J'ai l'impression que c'était jamais plus. J'étais payé en roubles. On te donne une liasse de roubles comme ça et démerde-toi. Quoi. Ah, c'était comme ça? Ouais. Sur la table? Ouais. Et attends, quand tu arrives, tu parles avec le président? Je parle avec directeur sportif qui parlait un peu anglais. Qui te connaissait de l'Ukraine? Qui me connaissait de l'Ukraine. Je crois que c'était un agent, lui, à la base, au départ. Donc, il me connaissait un peu. Je crois même qu'il est ukrainien. Donc, c'est comme ça s'est vite fait. Parce qu'il me connaissait déjà. Okay. Donc, il m'a déjà vu jouer en Ukraine et tout ça. Et là, tu as signé le contrat avant d'y aller? Ou tu signes sur place? Okay. Là-bas. Il t'envoie un billet d'avion? Ouais, il m'envoie un billet d'avion, visite médicale. D'ailleurs, j'ai fait une visite médicale incroyable. J'avais jamais vu ça. J'en ai connu des pays où il faut faire prise de sang, tout ça avant d'y aller. Là-bas, j'arrive, on me dit visite médicale. Je fais OK. Je vais dans un centre médical. C'est pas, il me trifouille le sexe avec un tuyau. Mais ça a quoi avoir une visite médicale? C'est physique, tout ça, machin. T'es choqué. Il me trifouille, il met une espèce de tige comme ça dans mon sexe. Il me dit, oh. Ça m'a fait super mal. Il fait, mais ça a quoi à voir avec le football, ce que vous faites là?
En plus, la dame, elle avait une tête super méchante, une tête de russe, quoi. Elle me fait quoi, là? Tu vois, ni bonjour, ni merde. Pap. Tu vois? Tu vois? Et t'as jamais su, vraiment? Non, j'ai jamais su pourquoi, en fait. C'est ça. Ça a quoi à voir avec le foot, ça? Tu vois? Tu vois? Voilà, j'ai passé la visite médicale. Après, je suis allé voir un docteur qui m'a vu cheville, genou, épaule, et tout ça. Et voilà, le contrat a été signé. Et t'es resté? Et je suis resté. J'ai signé 2 ans. Signé 2 ans, mais... C'est des contrats, pardon, via la FIFA. C'est quand même... Oui, tout est bien... ouais, quand même, ouais. Mm. Donc, t'es confiant. Une fois que tu signes le contrat, tu sais que ça... T'es confiant, ouais. Moi, j'ai signé normal, tout ça. Tout s'est bien passé. Au départ, je suis tombé sur un coach, l'adjoint du coach qui parle anglais. Donc, c'était sympa. Je parlais en anglais avec lui. Tout se passait bien. J'ai commencé à jouer. Ça se passait bien aussi. J'ai mis quelques buts aussi. Mais tous les mois, il fallait aller dans le bureau pour dire « Alors, mon salaire, mon salaire, alors, mon salaire. » Tout le temps au siège. Et ma femme, elle était enceinte de ma fille. Alors, mon salaire. Madame, elle était venue avec moi. Elle est restée 3 mois, après, elle s'est barrée. Alors, mon salaire, alors, mon salaire, alors, mon salaire. Et madame a dit, c'est bon, quoi. En plus, on avait fini un dernier match en Europa League contre la Fiorentina en Italie. Je fais un gros match. On gagne là-bas contre la Fiorentina, tu vois. Et le club disait, en fait, c'était 1+1. Si moi, j'étais d'accord de rester, eux, ils étaient d'accord, je restais 1 année. Mais moi, j'ai dit, je ne suis pas d'accord, moi, je ne peux pas rester. Je ne vais pas rester tout le mois, je vais réclamer. Donc, voilà, je dis, moi, c'est bon, l'aventure, elle s'est terminée. Ma femme, elle a dit, c'est bon, on a ras-le-bol. Tu restais qu'un an, donc. Ouais. Et la Biélorussie, c'est comment? Horrible. La Biélorussie, horrible. Tu rentres dans un magasin, les Noirs, tu sens qu'il y a un vigile qui te suit, quoi, dans les rayons. Le vigile, il me suivait dans les rayons. Je tourne à gauche, il tourne à gauche. Je tourne à droite, il tourne à droite. Marquage à la culotte. Il me dit, mais c'est pas possible. Il me suit. Il voit ce que je prends. Et en fait, vu que j'avais souvent, il donnait des salaires en roubles, donc j'avais souvent des liasses comme ça, j'allais à la caisse et je faisais comme si je connaissais pas la monnaie. Je mettais toutes les liasses sur la table. Pour montrer que je suis pas un voleur, tu vois. Mais c'est spécial quand même. J'ai pas du tout aimé ce pays-là. C'est la première fois que tu as ressenti aussi fort le racisme? Ouais, en Biélorussie. Là, c'était... En Biélorussie, là, franchement, ça m'a gavé. Ouais. En Ukraine, en Ukraine, au début, ça l'a fait quand même dans les magasins. Mais après, ça s'est tassé quand ils ont commencé à me connaître. C'était Odessa, c'était une ville non plus pas très immense. Donc après, j'ai commencé à être quand même un peu connu dans la ville. Donc après, ça a été... Au départ, ils ont tendance à suivre l'étranger pour voir ce qu'il fout. Hein, ouais. Et l'étranger noir plus que l'étranger blanc. Ah oui. Oui. Je sais pas si c'est de la curiosité. Le summum, c'est le Kazakhstan, ça va venir. Ok, donc, et Minsk, c'est une grande ville. Oui, Minsk, très belle ville, palais présidentiel, tout ça. Franchement, tu sens que, en fait, il y a 2 niveaux de vie, quoi. Tu vois les palais présidentiels, tu vois que de grosses bagnoles. Et des fois, on va jouer dans d'autres villes. Tu vois, les gens, ils sont vraiment pauvres, quoi. Ah ouais. Les villages biélorusses. Moi, je suis arrivé un match en Biélorussie. Le vestiaire, c'était un appartement. Ah ouais. En rez-de-chaussée. Vraiment? Vraiment, ouais. Un appartement, c'était... je te promets. Toilette turque, tout ça. Ouais, c'était... Ouais. C'est un appartement en rez-de-chaussée, le vestiaire. Collé au stade. Ouais, collé au stade. En fait, c'est comme dans un quartier, quoi. Le stade, il était dans un quartier. Et le vestiaire, c'était... Et les gens, ils aiment le foot là-bas? Les gens, ils adorent le foot. Il y a eu encore un exemple... là, quand il y avait le Covid, là-bas, ils jouaient. Ah oui, c'est ils n'ont pas arrêté. Ouais. Là-bas, ils adorent ça. Et les gens, les stades remplis, les supporters un peu fous, là. Là-bas, j'ai joué dans le seul stade où j'ai joué, où j'avais l'impression d'être dans un stade, c'est le stade du Baté Borisov. Le Baté Borisov, c'est un club qui a des moyens. Et là-bas, c'était la pelouse, grand stade, tout ça. C'est là-bas on jouait nos matchs d'Europa League, d'ailleurs. Et t'étais le seul étranger de l'équipe ou non, il y en avait d'autres? On était 3. Il y avait moi, un Nigérien, Ouda, il s'appelait, et un Norvégien ivoirien. Ah ouais. Un Norvégien ivoirien qui est né en Norvège. Il s'appelle Diomandé. Après, qui a fait une bonne carrière à MLS. Il est jeune, donc je pense qu'il doit jouer quelque part encore. Mais ouais, c'était lui, Diomandé, il était dans ma chambre. Okay. Il parlait un peu français. Voilà, mais sinon, les Norvégiens. Mais c'était bien. Ouais. Donc, expérience
plutôt intéressant au niveau foot. Tu continues à avoir tes stats, Je à continue mettre tes à buts. avoir mes stats. En fait, dans tous les clubs, comme j'ai dit, où je suis passé, j'ai toujours marqué. J'ai Ouais, toujours c'est marqué, toujours fait de bonnes stats. Et je pense que c'est le seul club où je suis parti en colère un peu. Là, parce que le salaire... Déjà, tout le temps râler pour son salaire. Puis, je n'étais pas mécontent de partir. C'est ça le pire. Même si je savais que... Je me suis pas dit j'aurais rien parce qu'en Europa League, j'ai toujours fait de bons matchs en Europa League, en championnat. Donc, je me dis, mais si je rentre, j'aurai quelque chose, c'est sûr. Mais chose qui n'est pas... C'est pas comme je le pensais. Ouais. Et donc là, tu es rentré encore une fois sans rien. Encore une fois sans rien. Ici à Nice. Toujours pareil. Et il y a Arshad encore Bouraï qui m'a trouvé quelque chose. Je t'ai dit, il a beaucoup joué quand même dans ma carrière, même si je n'ai pas de contrat avec lui. Hein. Ouais. Il m'a trouvé un truc en Écosse en D2, à Hibernian. Ah, là-bas, ça se passe très bien. Là, tu n'as pas hésité? Ah, là, j'ai pas hésité. Parce que moi, je me suis dit, j'ai toujours été un joueur un peu fight, tu sais, voilà, qui avait des qualités de vitesse, de détente. Donc, je me dis, l'Angleterre, mais banco, c'est pour moi, quoi. Donc, j'arrive en Écosse tout heureux, club mythique, tu vois, le logo, style à l'anglaise, tu vois, tu sens la ferveur. Historique. Ah oui, tu sens que tu arrives dans un club, quoi. Tu vois? Ah, c'était sympa, c'était cool, ouais. Et là, tu es parti. Ça, c'est bonne destination ou mauvaise destination? Tu es parti avec ta femme ou sans ta femme? Ça, c'est bonne destination. Donc, elle est venue. Bah oui, ça, c'est l'Écosse. L'Écosse, ouais, ma femme, il y avait ma fille. Et tes deux enfants là? Non, ma fille, elle est née là-bas. Okay. Ma fille est née en Écosse, ouais. Ma femme était enceinte. Ma fille, elle est née en Écosse. C'était où, Hibernian? Hibernian, c'est Édimbourg. Édimbourg. Oui. C'était bien. Ah, c'est tellement bien. Tu vois, les bus à l'anglaise, tout ça. Ma femme, elle se baladait en bus. Franchement, c'était bien. Mon fils était là-bas à l'école. D'ailleurs, et l'école qui lui a beaucoup apporté parce que du coup, il a une base en anglais. Bah ouais, super. Bah, c'était bien. Ouais. Est-ce que tu as pris des fois des décisions aussi pour tes enfants, dans le sens où là, tu as dit en plus, pour eux, c'est bien pour apprendre l'anglais? L'Écosse, je suis allé direct parce que déjà, j'ai pensé d'abord à moi. Je me suis dit, c'est toujours le football que j'ai toujours voulu pratiquer. Et aussi pour le petit. Je me suis dit, le petit, ça va être bien. Alors, il va parler l'anglais et tout ça. Et ma femme aussi. Ma femme, elle adore les pays anglo-saxons, tu vois. Donc, je me dis, allez, on y va, quoi. Et le petit problème dans tout ça, c'est que c'était en Ligue 2, en D2 écossaise. Mais ça t'a pas fait douter, ça? Ça m'a pas fait douter, même malgré que le salaire n'était pas fou. Le salaire était vraiment bas. Ah ouais. Ils étaient gênés de te proposer. Ils étaient gênés de me proposer, pensant que j'allais refuser. Mais moi, comme j'ai toujours dit, je vais où on me veut. Voilà. J'ai dit, c'est pas grave. Ok, là, je vais prendre ça, c'est très bas. Mais vu que c'est un football que j'aime et j'ai confiance en moi, je vais performer, j'aurai mieux après. Donc, j'ai pas hésité, quoi. Parce que là, tu étais proche de la... J'étais proche de la trentaine, ouais. Je commençais à me procher de la trentaine, ouais. Et ça fait peur, ce chiffre 30 pour un joueur de foot Oui, celui qui dit non, c'est un menteur. Ouais. C'est ce chiffre surtout 30 en France. Ouais. Quand je suis à l'étranger, j'avais pas peur du tout. Quand j'étais à l'étranger, j'avais pas peur d'être trentenaire et tout ça. Parce qu'à l'étranger, moi, quand j'étais en Écosse, il y avait un joueur, je crois qu'il allait vers ses 38. Et il jouait toujours performant. Du moment que tu es performant, tu joues. Et il te prolonge jusqu'à ce que tu... Voilà. À l'inverse de la France, quoi. La France, trentenaire, has-been. C'est fou, hein. Parce que 30 ans... de la vie normale, c'est pas vieux. Hein. C'est pas vieux. Mais moi, à chaque fois que je parle aux gens, je fais je suis vieux, j'ai 34 ans, je suis vieux. T'es sérieux? Tu commences à peine à vivre, ils me disent, tu vois. Et ça joue après sur ta vie à côté, de se dire ça, avoir ça dans la tête tout le temps? Moi, pas du tout, parce que malgré que, même là, aujourd'hui, j'ai 34 ans, je sais pas, je me dis, alors j'ai 34 ans, là, je suis à Cannes, je joue, je suis bon, et je prends encore du plaisir, parce que c'est surtout ça. Si tu vieillis et tu prends plus de plaisir et tu es moins bon, il vaut mieux arrêter. Tu vois. Mais moi, je suis bon, je prends du plaisir, et je me dis, autant continuer. Donc, c'est ce qui se passe. Et en Écosse, tu es resté combien de temps? En Écosse, je suis resté 1 an. Parce qu'après, on a joué les playoffs. Ah ouais. Voilà, en Écosse, c'est les playoffs pour monter, et on n'est pas monté. Et malgré le salaire très bas, le club a commencé un peu à me dire, je les sentais un peu bizarre. Donc, c'est pour ça, quand j'ai eu l'offre du Qatar, j'ai pas hésité. Ah ouais, là, il y a le Qatar qui vient Comment ça se passe, ça? Je suis chez moi. Un jour, Alvaro Meria m'appelle. Parce que depuis toutes ces années, j'ai jamais changé de numéro. Dans celui qui a mon numéro... Meria, c'est le joueur du Real de Madrid. Ouais, l'Espagnol qui jouait après en France. Qui a joué avec moi à Arles-Avignon. Ah oui, ok. Voilà. Il y avait Meria et il y avait Paco aussi qui a joué au Real aussi. Okay, les deux défenseurs ont joué au Real. Ouais, c'était une histoire un peu bizarre qu'ils arrivent à Arles, cette année-là, le président, il avait fait une équipe de fous. Il avait pris tout le monde. Mais ça s'était pas bien passé, non? C'est pas bien passé parce qu'il y avait
12 nouveaux joueurs, quoi. On n'a même pas fait de stage, on n'a pas fait de stage ensemble. Impossible. Voilà, c'était compliqué. Ça a fini en relégation, non, l'histoire? Oui, on est descendu en D2, ouais. Ouais. Et donc, il y a Meria qui t'appelle. Meria, il m'appelle, il me dit, Franck, je vais te proposer un truc. Moi, je suis à Shahania, au Qatar. Je suis là-bas depuis... on était en première division, on est descendu et on veut remonter. Qu'est-ce que tu en penses? Il fait, mais moi, j'aurai bientôt 30 ans. Donc, je ne suis pas allé au Qatar maintenant. Qatar, pour moi, c'est quand tu es vieux, tu vas terminer ta carrière là-bas. Ouais, ça en tête. Il me dit, non, mais tu vas voir... moi, je suis là-bas depuis longtemps. Tu vois, là, j'ai plus de 34 ans. Moi, j'y suis encore. Mais il y est encore, d'ailleurs. Là, on parle, il y est encore. Il joue encore dans le club. Je ne sais pas comment il fait, mais il est encore là-bas. On y viendra. Mais... Ouais. Donc, il me dit, viens au Qatar, tout ça. Tu vas voir, c'est bien. On joue la montée. On va monter. Tu vas voir, le championnat D2, c'est pas fou. On va monter. Donc, il fait, OK, moi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, envoyez-moi le contrat. Voilà. Et... Tu avais tes doutes sur le Qatar dès le début. Tu connaissais les histoires J'avais des doutes. Pareil, j'ai appelé Arshad et fait qu'est-ce qu'on fait? Il me dit envoie-moi le contrat qu'il t'envoie, je vais lire pour voir si tout est carré, nanani, nanana, tout ça. Donc j'ai dit moi je viens, ok, mais pour 1+1. Parce que moi j'aime bien les challenges, tout ça, machin. Là je parlais avec le directeur sportif parce qu'il m'a mis en contact avec le directeur sportif qatari. C'était un Qatari? Voilà. J'ai même encore les messages WhatsApp que j'ai gardés pour le procès. Ça en viendra après. Qui me dit ok, 1+1, pas de souci. Donc je vais là-bas le 2 juin. J'ai signé le 2 juin, le jour de mon anniversaire. Ils m'ont offert gâteau, tout ça. Oh, ils sont contents que je vienne, tu vois. Gâteau, buffet. On était 4 avec mon fils, ma femme et ma fille. Et lui, il y avait 2 Qataris. La table a été pleine à volonté, homard, tout ça. On n'a même pas mangé. On s'était gâché. C'est ce qui se passe qu'au Qatar. Voilà. Je signe, je rentre en France. La tête tranquille, quoi. C'est bon. De toute façon, j'ai un club, quoi. Voilà. Pas de pression, belles vacances et tout, sans stress. C'est les premières vacances où j'ai pas eu de stress parce que je me dis, ouais, j'ai un club. Voilà, j'attendais le stage, tout ça, le jour du stage. Tout se passe bien, les matchs amicaux, tout ça. Le championnat commence, je commence à performer, je marque, passe décisive. On monte. Ah ouais, en une saison. En une saison, on monte. Tout heureux, le Qatari, à chaque fois, tu marques, ils te prennent dans leurs bras et tout ça. Parce que quand tu disais, toi, tu avais un contrat 1+1, c'est-à-dire que si tu montais en première division... Voilà, si je montais en première division, il me restait 1 année. Et il te augmentait ton salaire. Voilà, le salaire augmentait. Au départ, ils ont chipoté pour la première année de contrat. Ils ont dit non, on ne peut pas te donner, c'est en D2, tout ça. Mais en Ligue 1, t'inquiète pas qu'on va te mettre bien. Donc, OK, 1+1. Mais tout ça, c'était sur le contrat. Tout ça, c'était sur le contrat qu'ils m'ont envoyé. Et ouais, qu'ils m'ont envoyé, signé. J'ai renvoyé chez eux, ils ont signé, voilà. Ils me l'ont redonné. Normal. Tu faisais au Qatar, c'était une bonne année. Ta famille, elle a bien aimé. Toi, tu étais content là-bas. Ma femme, elle adorait. Mon fils, ça va aussi parce qu'il était dans une école française. Ah, mais des fois, on oublie le choc de passer d'Écosse au Qatar. Ouais, 40 degrés, ouais. Ouais, ton fils qui est dans une école anglaise. À une école française où ils apprenaient l'arabe aussi. Ouais. Ouais, c'est bien pour lui. Ouais, ben là, il a vu tellement de choses, le pauvre à son âge. Mais bon, je pense que ça l'a aussi enrichi, quoi. Bah, c'est sûr. Ça l'a aussi enrichi toutes ces connaissances-là. Donc, Qatar, tout se passe bien. On monte. Je vais le voir dans le bureau. Il fait, ça y est, je rentre en vacances, tout ça, en France. Vous m'enverrez un mail pour me dire quand est-ce qu'on reprend, les billets, tout ça. Ils me disent quoi? Je fais, comment ça, quoi? Ah ouais. Il me dit, non, mais t'as signé qu'un an. Je fais, mais j'ai pas signé 1 an, j'ai signé 1+1. Je commence à stresser. Il dit, madame, c'est pas possible. Je les appelle. Je dis, passez-moi le contrat que vous avez, vous. Il me passe le contrat. La page 14, elle y est pas. La page 14, elle y est pas. Il fait, mais moi, la page 14, je l'ai. Voilà, c'est stipulé en dessous. Si on monte. Tant de salaire. Voilà. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Aussi simple que ça. Ma signature sur le leur, il est à droite, elle est peut-être à gauche. Mon empreinte, parce que là-bas, ils mettent souvent les empreintes. L'empreinte, c'est même pas la mienne. Mais l'entête, l'insigne qui est sur la page, elle est à gauche, elle est à droite. En fait, ils m'ont fait un truc, une dinguerie. Une falsification grossière, quoi. On va dans le bureau, il me dit, mais faut que tu signes comme quoi, c'est bon, t'es en fin de contrat, tu peux, voilà, pour que je parte. Parce que là-bas, t'as un exit permis pour sortir du pays. Ils ont un peu ton passeport entre les mains, quoi, ils décident. Donc, ils me disent, non, faut que tu signes comme quoi, c'est bon, on n'est plus c'est fini, on te doit plus rien, solde de tout compte, machin, nanana. Dans cette même réunion. Voilà. Tout ça dans la même soirée, dans le bureau. Il fait, chérie, qu'est-ce qu'on fait?
On peut être bloqué ici avec toutes les histoires qu'on a entendues, tout ça et machin. Ça va pas m'arriver à moi, c'est pas possible. Ouais. Toute l'année, ils se sont comportés correctement avec moi, ils vont pas me la faire, là. Ils te payaient bien, tout ça. Ils payaient bien, ouais. tout ça, parce que les joueurs, il y a 4 joueurs étrangers dans chaque équipe. Et nous, vu que c'est la fédération qui paye, il n'y a pas de souci de paiement. Mais ils me disent non, signe là, tout ça, machin, comme quoi on te doit plus rien. Nanani. Et là, tu prends un peu de temps, tu es avec ta. Je regarde tu madame, réfléchis. ma signature, j'ai fait la vraie ou je fais de la merde? Madame a dit fais une crotte, tu leur donnes. J'ai fait ma signature, même pas la mienne, j'ai fait un truc, voilà. Pour pouvoir partir. Voilà. Parce que tu as eu un peu peur à un moment. Bah oui, je me dis qu'est-ce si qui on va est se bloqué passer? là-bas, ma fille qui a 2 ans, ça craint. Parce que là, si tu étais arrivé, tu avais dit non, Mais je veux si plus, je je signe pars pas. ils allaient dire bah ok, bah déjà, ils ont fait déjà un joueur quand j'étais là-bas, un attaquant qui est arrivé, qui marquait pas en vacances d'hiver, de Noël. Il dit bah je vais en Serbie, je reviens. Il est parti en Serbie, il a appelé pour dire vous m'envoyez mon billet, ils ont dit quel billet? Reste chez toi, tu vois. J'ai dit ils vont pas me la faire ça. Moi j'ai planté, je les ai fait monter, ils vont pas me le faire. Relation. Mais bon, ils l'ont fait. Et la FIFA dans tout ça? La FIFA, tout ça, je suis rentré, procès avec un avocat, rien du tout. Des mois, j'ai payé mon avocat. Un jour, il m'appelle, on a perdu, point barre. Voilà. Et c'est un classique, tu dis, au Qatar? Ah, c'est un classique. Comme j'ai expliqué, c'est la fédération qui paye les joueurs. Donc, pour eux, c'est toujours bien de renouveler le stock des joueurs étrangers. Comment ça? Parce que ils disent à la fédération, le joueur, il vaut tant. Donc, la fédération donne tant Au club? au club. Et c'est le club qui donne aux joueurs. Ok. Mais s'ils te disent le joueur il vaut 400 000, en fait le joueur et la fédération donne 400 000, ils proposent 200 aux joueurs. Ils gardent les 200. C'est intéressant pour eux de changer les joueurs. Donc ils préféraient te faire partir alors que Me tu faire avais partir marqué alors que tes j'avais buts, ils savaient, performé. et prendre un autre attaquant Prendre un autre attaquant et refaire la même chose. Faire la même chose. Et tu as entendu plein d'histoires comme ça, du coup. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Et à tout niveau, même non, sauf peut-être les noms, ça arrive moins. Ouais, s'il ne peut pas faire ça à Xavi, par exemple, un joueur comme Xavi, un joueur comme Eto'o, ces joueurs-là, même quand ils n'en veulent plus, il lui fait un chèque et il rentre. Mais les pas très connus comme ils moi font pas de et chèque. comme d'autres, sans pitié. Ils n'ont même pas voulu négocier en disant viens, on te paye un chèque. Et puis Rien bon, du tout. ouais. Même si c'était passé comme ça, j'aurais préféré. Mais rien. J'ai plus perdu de l'argent dans cette affaire que gagné. Ouais. Dans l'année. Ouais. Avec les frais d'avocat et tout ça, quoi. Qui a duré bien longtemps aussi. Hein. C'était pas un truc d'un mois. Et là, donc, un peu dégoûté de ce monde. Ah oui. Ouais, je suis rentré, j'ai dit à madame, il faut que je cherche un boulot. Je vais travailler, c'est bon. Le football, ça m'a saoulé. Puis j'allais faire des foot avec des potes. J'ai fait, c'est bon, moi j'arrête le foot. Ils ont dit, mais t'es sérieux là? Tu peux encore jouer 5-6 ans tranquille, là, t'as encore la forme, t'es encore bien. Il fait, non, c'est bon. Le football, ça m'a saoulé. C'est surtout le Qatar. Ah, le Qatar, ça m'a coupé les jambes. Ça m'a coupé les jambes. Je préférais même jouer ici avec les copains le dimanche. Je prenais plus de plaisir et je pensais pas du tout au monde professionnel. Pour moi, c'est fini, quoi. Ah ouais, c'était un bon coup de massue, ouais. Un bon coup de massue. Mais c'est pas fini. J'ai un copain de longue date qui a même écrit un livre. Le livre, il est sur la table, là. Il s'appelle Grégoire Hasselrod. Il dit ça te dirait le Kazakhstan? Il fait Kazakhstan. C'est où ça? Pakistan, tout ça. Parce que quand j'entends Kazakhstan, pour moi, c'est Pakistan, Afghanistan, tu sais, tous les temps qui sont là-bas, tu vois. Il fait j'irai jamais jouer là-bas. T'es sérieux, toi? Kazakhstan, mais c'est loin, ça. Je fais mais tu mets 3 jours avant d'arriver dans le pays. Il me dit ouais, c'est loin. C'est entre la Chine et la Russie. Comment il a eu C'est Grégoire. Il me dit tu vas voir, tu connais Astana? Il fait Astana. Bah, ouais, je vais aller voir sur Internet pour voir. Ouais. Et j'ai vu Astana, j'ai vu que la capitale était pas mal quand même. Il fait Astana, c'est beau quand même. Et il me dit ouais, ils sont en Turquie là. Mais ça va? Il fait non, mais j'ai un peu mal, je suis blessé. Il me dit mais ils te veulent, même blessé, ils te veulent. Ils sont en stage en Turquie, va les rejoindre, tout ça. Ils t'envoient le billet. Donc, ils m'envoient le billet, je vais en Turquie. Je suis blessé, je fais quand même l'entraînement. Le premier jour, le coach, il est en extase. Il fait, oh putain, là c'est une bonne recrue, là, et tout ça. Mais j'ai dit, j'ai mal, hein, coach. Donc, pendant tout le stage, j'ai rien fait du tout. Je suis resté dans ma chambre. Mais ils m'ont fait signer quand même. Une situation trop bizarre. Ouais, situation trop bizarre. Tu connais personne. Je connais personne. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils se sont passés des billets sous la table. C'est bizarre. Je suis blessé. Tu dis là, il se passe un truc derrière mon dos. Il a dit, c'est bizarre cette histoire. Mais bon, bref, je trouve quand même un club. Donc pour moi, c'est bon, j'ai signé, peu importe ce qui se passe derrière, c'était pas mon problème. Donc voilà, je signe au Kazakhstan, à Irtish. Ouais.
Irtych, Palvodar, C'est où? Irtych, C'est une ville? Palvodar, c'est loin d'Astana quand même. Okay. C'est loin d'Astana, ouais. Mais en bus, tu vas comment? En train, en avion? En avion. Et le seul truc que j'ai appris, que là-bas, il y a beaucoup plus de Russes que de Kazakhs. Ok. Parce que les Kazakhs, ils sont typés un peu asiatiques, en fait. Mais pas là-bas. Voilà. Pas où t'étais. Là-bas, il y a beaucoup de types russes. Ok. Voilà. Donc j'ai fait, oh, ça va, c'est bon, je ne serai pas trop dépaysé. Ouais, j'arrive là-bas. Un autre monde. Hein. Un autre monde. J'arrive en hiver, la neige partout. De Turquie, t'es parti direct là-bas? De Turquie, après le stage. Avec l'équipe, t'es parti. Donc il fallait que je parte en Turquie en stage avec toutes mes affaires pour partir là-bas. Donc on arrive là-bas, la neige partout. Mais c'est quoi ce pays? Il y avait d'autres étrangers? Il faisait -20, les petits, ils sont habillés en combinaison de ski dans les rues. Oh là là, il faisait froid, -20. Mais là-bas, ils s'accommodaient à ça. Ils vivaient normalement, comme si rien n'était. Mais par contre, là, ils n'ont jamais vu de noir. Ah. Dans mon équipe, j'étais le seul noir. Il y avait d'autres étrangers, mais... D'autres étrangers, souvent des Russes, Polonais, Serbes, mais pas des noirs. Et moi, dans mon équipe, j'étais le seul noir. J'arrive... Déjà, à l'aéroport, on te regarde bizarrement. Mais c'est fou, là, lui, il fait quoi ici, tu vois? Et moi, je dis rien. Moi, je prends mes marques. J'arrive au centre d'entraînement. Du coup, parce que là-bas, ils ont toujours des centres d'entraînement avec des chambres. Donc, j'arrive au centre d'entraînement, je prends ma chambre et tout ça. Et puis, hop, j'aimerais acheter des trucs dentifrice, des petits gâteaux, tout ça pour ma chambre quand je suis seul, quoi. Donc, je vais au centre commercial. Mais là, j'avais l'impression... Il y avait un singe qui venait de rentrer dans le centre commercial. Tout le monde me regardait. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? On me regardait. Il y a souvent des pères de famille qui viennent te jeter ton fils dans tes bras comme ça, photo, sans te demander ton avis. Tu es dans la queue. Il vient, il passe En fait, t'es rien. Là-bas, t'es rien. Je suis dans la queue. Il vient, il passe devant moi. Comme si je n'existais pas, en fait. Oh, mais j'ai eu des trucs là-bas, mais franchement... Quand je me souviens, je me rappelle de ça, je suis dans l'avion pour rentrer en France quand c'est la trêve, mais je me dis, mais si je rencontre un Kazakh dans l'avion, mais la misère que je vais lui faire. Ah ouais, t'avais souffert. Là-bas, franchement, j'étais méchant quand même. J'avais des idées noires quand même contre eux. Je les détestais. Putain. Pire que ce que tu as vécu en Biélorussie? Pire que ce que j'ai connu en Biélorussie, en Ukraine à mes débuts. J'ai quand même posé la question à certains joueurs kazakhs. Ils disent, mais non, c'est pas du racisme, c'est parce qu'on ne connaît pas. Parce que nous, à la télé, quand on voit noir, on voit la forêt, la jungle. Donc, des fois, ils me posent la question, il y a des voitures là-bas, chez toi, en Afrique? Est-ce qu'il y a des immeubles? Donc, je vais sur Wikipédia, je tape Côte d'Ivoire, Abidjan. Il dit, ah, quand même, c'est comme ça. Il fait, bah oui, qu'est-ce que vous voyez, vous, à la télé? Il dit, non, mais à la télé, il ne manque que la jungle. Tu as des lions qui se baladent dans la rue. Il me fait, mais vous êtes sérieux, vous? En fait, c'est complètement erroné. C'est l'idée qu'ils ont de l'Afrique, en fait. C'est des ignorants, quoi. Mais méchants. Même ignorants, méchants. Quoique, à Irtych, à Palvodar, c'était moins dur, quand même. Il y avait des trucs qui m'énervaient, mais moins dur. Mais où c'était super dur, c'est à Kizilordar. Le deuxième club que j'ai fait là-bas. Ah. Ouais. T'as quand même si la situation... perso n'allait pas, même si l'expérience elle était insupportable, tu as décidé de rester 1 an de plus. J'étais bon sur le terrain. Ouais. J'étais bon sur le terrain. Et ça te permettait de faire abstraction du reste. Quand j'étais sur le terrain, je fais abstraction de tout ce qu'il y a autour. Je suis bon sur le terrain. J'ai marqué contre Kairat. J'ai marqué que des buts importants. Je marquais, je faisais de bons matchs. Donc le club là-bas, on commençait à avoir des vues sur moi. Et quand Irtych a commencé un peu à faire des trucs, parce que là-bas, ils ont tendance aussi à faire un peu comme le Qatari. Hein. Ils te virent du jour au lendemain sans rien, tu sais pas pourquoi. Donc, un jour, ils viennent me voir, ils me disent je crois qu'on va arrêter avec toi. Je fais comment ça? Non, on va arrêter avec toi, tout ça. Je fais mais comme vous voulez. Et je suis dans ma chambre, je prépare mes affaires. Par contre, il y a un autre club dans le pays qui te veut. Donc, il me dit va à Astana, le directeur sportif va te rejoindre là-bas, il y a un club qui te veut. Donc, je dis ok. Au moins, je n'aurais pas à rentrer chez moi comme ça, quoi. Donc, c'est là que je me retrouve à Kaysar. Mais Kaysar, Kizilordar, c'est une ville où il n'y a que des Kazakhs type. Ok. Il n'y a pas de Russes là-bas. Ouais. C'est que des vrais Kazakhs. Et ça, type asiatique. Et ça, en fait, ça, c'était pire. Voilà. Là-bas, c'est Kazakh. Les vrais.
Pour moi, là-bas, c'est des vrais Kazakhs. Parce qu'en Irtish, à Pavlodar, c'était des Kazakhs typés russes. Mais à Kaysar et Kizilordar, c'était des vrais Kazakhs. Dans l'avion, déjà, ça se cache pour me prendre en photo. Je passe comme ça dans l'allée, ils me prennent en photo, comme ça, en cachant leur téléphone. Mais tu vois le flash, tu vois quand on te prend en photo. Ils me prennent en photo comme ça, ils passent... pareil, une Kazakh, elle me jette son gosse dans les bras comme ça. Photo. Il n'y a même pas des s'il te plaît, parce que s'il te plaît, on dit Mojna. Non, Pajalosta. Tu vois? Pajalosta, photo. Mais là, rien, ok, là, tu dis s'il te plaît, photo, ok. Mais rien. C'est comme si... Je sais pas, t'es pas un humain, quoi, pour eux, j'ai l'impression, là-bas. Pour eux, t'es rien. T'es rien du tout. Pareil, à l'aéroport, ça te bouscule, ça te passe de... T'existes pas. Les Kazakhs, là-bas, t'existes pas. C'est horrible. Les vrais Kazakhs, je sais pas, t'es pas un être humain, quoi. Moi, c'est comme ça que je le ressentais. Dans la rue, quand je marchais dans la rue, dans la ville, les bus klaxonnaient. Genre, il y a un noir qui marche. Il n'avait jamais vu ça. Ça rigole. Ou tu vois quelqu'un, tu marches comme ça, lui marche dans l'autre sens, il passe à côté, il éclate de rire. Il a vu un noir. Et il rigole comme ça, mais tu sens qu'il se fout de ta gueule, quoi. Je rentre chez moi, je fais l'entraînement, je rentre. Même pour aller bouffer des fois, je voulais même pas sortir aller faire des courses. Tu vois, c'était dur. Franchement, le Kazakhstan, là, la deuxième ville, là. Et tu étais tout seul là-bas. Et t'appelais ici, et t'avais tes enfants ici. Ouais, en plus, il y avait 4 heures de décalage. Tu te sens loin. Dans un taxi au Kazakhstan, t'es noir. La première chose qu'il va te faire, le taxi, c'est pas où vous allez, c'est d'où tu viens. Sa première question, c'est Kuda. C'est dire d'où tu viens en russe. Et moi, je répondais, pour moi, normalement, Francia. Je viens de France. Il me dit, Što Francia. Što, c'est dire quoi France? Il fait, Francia. Pogba. Ah, Francia. Mais, non, ni Francia. Africa. Il fait, mais pourquoi Africa? Pour eux, noir équivaut à Afrique. Et Afrique équivaut à lion dans la rue. Dans leur esprit, c'est comme ça, en fait. T'es africain, t'es noir, t'es africain. Tu peux pas être français. Donc moi, j'ai trouvé l'astuce. Je disais America. Et quand tu dis America, America, ah ok. Ouais, là, ils ont peut-être vu des films. Voilà. Quand tu dis américain, là, ils te respectent, quoi. Pour eux, américain, c'est dire argent. Quand t'es américain, c'est dire de l'argent. Et puissance, quoi, la puissance. Quand je disais America, ils me respectaient. Et ils disaient plus rien. Oh, pourtant, quand je dis Africa, tu vois dans le rétroviseur qu'ils te regardent. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Et tu le disais ici aux gens ici, oui, à ta quand famille? j'ai appelé ma femme, elle dit, mais finis ton année, tu rentres, quoi. Bah ouais. J'ai dit, mais franchement, je les hais. Ah, t'as pas déprimé? Justement, t'arrivais jusqu'à le foot te fasse avancer? Non, franchement. Ou tu tenais bon? Franchement, je me disais, je calculais plus. Je le regardais même plus. Ça me faisait même rire, même. C'est-à-dire, ça arrivait des fois, vu que j'étais seul, je cuisinais pas, je m'arrêtais dans un restaurant au bord d'une route et je prenais de la nourriture à emporter. Et quand je suis assis et je m'assois dans le restaurant, tous ceux qui passent, ils s'arrêtent et me regardent. Je rentre dans le restaurant, tout le monde s'arrête de manger pour me regarder. Mais il y a un problème là, il y a quelque chose qui vient de rentrer là. Je ne peux pas dire quelqu'un. Moi, je dis quelque chose parce que pour moi, il me prenait pour un objet en fait. Il y a quelque chose qui vient de rentrer là. Il fout quoi là, lui? Tu vois? Et après, il te pose la question footballiste. T'es footballeur. Et quand il dit footballiste, il dit footballiste. Ah, Kaysar. Da. Ah, t'es footballeur à Kaysar. Ah, ok. Mais quoi? Africa? Non, tu dis Francia. Ah, Francia. Mais tu sens que dans sa tête, français, lui, il est africain, lui, il n'est pas français. Mais franchement, moi et mes copains là-bas, parce qu'à Kaysar, c'est là-bas, il y avait Mathias Coureur et Abdel Lamanche. Qui sont 2 Français? Ouais, 2 Français aussi, là. Ok, donc ça t'a bien aidé. Ouais, ça m'a bien aidé parce qu'au moins, je parlais français au centre d'entraînement, on parlait français sur le terrain. Vous viviez un peu ensemble? Et on était tout le temps, souvent ensemble. Par contre, quand on rentrait chez nous, chacun était chez lui. On faisait tout presque ensemble. Mais j'ai dit, on se disait des trucs, mais si on voit un Kazakh dans l'avion, qu'est-ce qu'on va lui faire à Paris? On va être tellement méchant. Vous avez la haine en vous. La vraie haine. Il ne respecte pas l'être humain. On est tous pareils. Il fait, comment un Kazakh, il vient, il te touche la peau pour voir si ça déteint. Et comment en 2000, on était encore en 2020 ou en 2019, comment ça peut exister ce genre de choses? Je me touchais la peau pour voir si je vais déteindre. Il fait, mais c'est pas possible. Ah, moi, je les détestais. Hein.
Ah, clairement. Clairement, j'étais là-bas, je faisais mon travail, j'étais payé pour un truc, c'est de jouer au football. Voilà, j'ai appelé ma femme, j'ai appelé ma famille, point barre. Je dors, le lendemain j'allais au foot, je reviens, je dors, je mange, mais c'était que ça. Et c'était pas trop long, justement. C'était long. Ouais. Pour être long, c'était long. Parce que des fois, il y en avait une semaine de vacances, mais si tu mets 2 jours pour prendre l'avion pour arriver ici... Et ils te payaient, par contre, là-bas, il n'y a pas eu de problème. Ouais, là-bas, ils payaient quand même. Ils payaient. Même s'il y avait des magouilles. Ouais. Toi, ils ont beaucoup de magouilles, mais ils payaient quand même les étrangers. Et en général, dans toutes ces expériences, ils te payent sur des comptes sur place ou ils te font des transferts en France? C'est toujours des comptes sur place. Ouais. Des comptes sur place, ouais. Et c'est toujours un peu des fois compliqué. Il y a toujours des sujets sur place. Ensuite de ça, tu fais transfert en France. Et ça peut être plus ou moins compliqué selon les pays ou non, ça va en général? Ça va, en général, ça va. Et là, tu t'es dit, c'est la dernière expérience. Ah oui, mais quand je suis rentré du Kazakhstan, bon, pour moi, le monde pro, c'est fini. Parce que déjà, j'ai fait Qatar. Ouais, où c'était fini. Et où j'ai pensé que c'était fini. Et là, je suis Kazakhstan 2 ans. J'ai dit, là, je vais jamais trouver de club. En plus, je commençais à avoir plus de 31 ans, 32 ans. Ah là, je me suis même pas posé la question pour dire, je vais rechercher. Je me suis dit, c'est fini. Aucun club ne va m'appeler en Europe, c'est fini. Mais tu savais ça avant d'aller au Kazakhstan? Tu savais que c'était un peu la dernière... Ah, je me suis dit, c'est bon, c'est mon dernier contrat. C'est ce que je me suis dit, ouais. Bah, clairement, parce qu'après le Kazakhstan, tu vas aller où? Soit tu restes en Asie, si t'as de la chance, mais tu peux aller nulle part. C'est compliqué pour un joueur kazakh de signer après en Europe. Il n'y en a pas. Ah, depuis maintenant, je suis à l'AS Cannes, où depuis, ça va faire ma 2e année. Parce que toi, tu as toujours ton pied à terre, ça a toujours été ici à Nice. En fait, dès que je suis parti de Nice à Odessa en 2012, on louait un appartement ici, et l'appartement, on a décidé de le prendre. Et tu as eu cette opportunité à Cannes, c'était parfait. Ouais, à Cannes, j'ai appelé, un copain m'a dit, mais c'est sérieux, Franck, tu peux encore jouer 4 ans, ça met tranquille. J'ai fait, mais t'es sérieux là? Il m'a dit, bah, on va appeler à Cannes, tu vas aller faire un entraînement ou 2 et on verra. Je suis allé là-bas, j'ai fait un entraînement ou 2, ils ont dit, mais ouais, bien sûr. De suite. Donc c'est comme ça, Mikou m'a fait signer. Quoi. Et là, c'est quoi? C'est du semi-pro? On peut appeler ça comme ça? Non, c'est amateur, c'est en amateur, National okay. 3. Ouais. Donc voilà, toujours football, plaisir, entrecoupé de... Voilà, je passe les modules, les diplômes d'entraîneur parce que voilà. T'as envie d'être entraîneur? J'aimerais transmettre tout ce que j'ai connu, tous les positifs que j'ai connus en fait à l'étranger. Parce que malgré tous ces débois, certains négatifs, j'ai quand même eu du positif dans les méthodes de foot, d'entraînement, de prise en charge de certaines situations et tout ça, quoi. Et tu penses que ouais, voilà, c'est quand même là maintenant, si tu le vois avec du recul un peu, et pour ta future carrière d'entraîneur, tu vois quand même comme une richesse ces voyages? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Parce que tu as rencontré des gens qui avaient des idées complètement différentes peut-être. Ouais, il y a ça. Et puis aussi les méthodes de travail. Parce que quand tu pars, par exemple, de la Biélorussie à l'Écosse, c'est pas du tout la même méthode. En Écosse, c'est muscu tous les jours, avant la séance. En Écosse, au Biélorussie, on faisait pas ça. Même en France, on fait pas ça. Et encore, en France, on faisait peut-être une fois par semaine le mercredi. Ouais, grosse différence. Voilà. Mais en Écosse, c'était tous les jours. Donc tu vas essayer de piocher dans toutes ces expériences. Oui. Tout ce qu'il y a de bon, en fait. Parce que c'est ça, faut piocher que les bonnes choses. Et moi, c'est que ça qui m'intéresse. Et puis moi, ce que je veux transmettre, c'est que aux jeunes. Les jeunes seront plus réceptifs au message que je veux apporter, quoi. Que les grands qui vont dire, c'est bon, Franck, il a mis combien de buts, lui, tu vois. Ouais. Tu vois, voilà. Et justement, t'es pas trop aigri par rapport au milieu pour continuer dedans? Malgré tout ce qui s'est passé auparavant, pour moi, c'est que du bonheur. Parce que pour moi, jouer au foot, c'est le plus beau métier du monde. On peut dire tout ce qu'on veut. Tu peux te faire arnaquer, tu peux te faire avoir. Tu peux être au Kazakhstan. Kazakhstan, okay. Qatar, tout ça. C'est vrai que c'est dur à encaisser. Mais on joue au football. On joue. Le mot, c'est joueur de football. Tu peux pas te plaindre. Si tu veux être... Il y en a qui se lèvent à 6 heures du matin pour aller travailler dans des entreprises où faut cogner faut porter des trucs super lourds. Tu rentres chez toi le soir à 18h, tu as mal partout. Au football, tu t'entraînes 2 heures ou 4 heures par jour à tout casser. Mais tu peux pas te plaindre. Et en plus, tu joues. Tu vois, tu joues. Certes, même si des fois l'entraînement est dur et physique, tu cours. Des fois, il fait chaud, des fois, il fait froid. Mais tu joues. Tu peux pas te plaindre. C'est que du bonheur être joueur de foot. Donc, c'est ça que tu vas transmettre aux jeunes. C'est que ça, ouais, parce que faut pas venir à l'entraînement à reculons, quoi. Tu viens apprendre peut-être ton futur métier. Ça dépend, voilà. Tout le monde a sa chance.
Mais tu peux pas te plaindre. Tu joues. Est-ce que, quand tu as commencé à voyager, qu'est-ce que ça te faisait qu'on colle à ton nom le mot baroudeur ou le mot globetrotter? Ça t'énervait ou tu trouvais non, au contraire, non, c'est une richesse? Ça m'énervait. Ouais. Ça m'énervait parce que ça voulait dire un peu que je ne sais pas, quelqu'un de stable. Parce que moi, c'est cette impression-là que j'ai eue quand on dit le baroudeur, le joueur. Certains clubs ou certains. Je pense que c'est même possible que certains clubs n'ont pas trop voulu m'approcher pensant que j'allais juste venir faire 6 mois ou 1 an et partir. Ils pensaient que tu étais un peu instable. Donc, ça se peut aussi, peut-être que je t'ai aussi catalogué comme un joueur de ce genre-là. Or, ce n'était pas du tout mon objectif ni mon but. Comme j'ai toujours dit, moi, dès que je suis parti de l'Ukraine, j'ai signé en Norvège parce qu'ils me voulaient. Ouais. J'ai refusé la MLS. Et parce que tu avais ces 6 mois de... Voilà, ces 6 mois de battement où je pourrais aller nulle part. Soit rester chez moi pendant 6 mois à rien foutre. Chose que j'ai jamais voulu. J'ai toujours voulu jouer, moi, peu importe. Mais en Norvège, pour moi, comme je suis allé en Norvège, dès que j'ai signé, je leur ai dit déjà que je viens que pour 6 mois. Parce que moi, j'estime que j'ai fait une bonne saison en Ukraine, que je mérite. Je n'ai pas dit que le championnat norvégien est nul, mais par rapport à un championnat allemand, belge ou anglais, il n'y a pas photo. Donc, je me dis, bon... donc voilà pourquoi j'ai bougé de la Norvège. Et ensuite, je rentre en France, j'ai rien du tout. Moi, si j'avais un club en France qui me voulait, j'allais rester en France. Mais aucun appel, même pas un petit coup de fil. Ça va, comment tu te sens? Tu te sens capable de venir jouer? Rien, j'ai pas d'appel. Je suis allé où on m'a voulu. Est-ce que tu as des regrets? Comme je l'ai dit, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir accepté la MLS, je pense. Parce qu'à cette époque-là, je viens d'acheter un bien. Donc, j'avais des charges. Donc, il y a des salaires que je ne peux pas me permettre d'accepter, tu vois. Donc, chose que je ne savais pas. En fait, on pouvait mettre ça en suspens par la banque, mais je ne savais pas. Personne ne me l'a dit. Mais je pense que la MLS, ça se peut que j'allais faire un truc différent si je t'allais là-bas, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un joueur qui a la possibilité de partir dans un de ces pays ou de partir à l'étranger? Tout dépend de l'étranger, ce que tu dis. Si c'est l'étranger en Europe, ça va. Et encore, l'Europe de l'Est, ça craint. Je dirais que c'est compliqué quand même. Voilà, tu vois, Bulgarie, Roumanie, Moldavie. Non. Ouais, non. Tu dirais je dirais non. Je dirais, vaut mieux aller jouer en D2 belge ou en D2 écossaise ou même en D5 anglaise que d'aller dans ces pays-là. Parce que c'est difficile. S'il est jeune en plus, ça va être très difficile. Très difficile. Parce que ces pays-là, c'est difficile. Parce que si tu vas là-bas, t'es jeune, t'as ce que j'ai vécu, un peu de personnes ignorantes qui te regardent bizarrement, qui te parlent comme si t'étais un moins que rien. À cet âge-là, je pense que tu vas exploser, si t'as pas d'expérience. Il vaut mieux rester dans ton cocon ou aller dans un pays civilisé, quoi. Merci Franck. Merci pour ton temps et de nous avoir fait voyager. De rien. À bientôt. En arrivant chez Franck, je ne m'attendais pas à recevoir autant. J'ai mis un moment à mesurer l'ampleur de ce qu'il a pu me confier. Par contre, ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est sa capacité à aller là où le ballon l'appelait et à toujours penser au bien-être de sa famille. Merci pour ton honnêteté, Franck, ton optimisme et ce moment partagé ensemble. Voilà, vous venez d'écouter le 4e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt.